Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, votre débat chaque soir en direct évidemment sur la chaîne parlementaire. Que d'actualité politique, il s'est passé plein de choses à l'Assemblée nationale et on va bien sûr en parler dans quelques instants. Et puis il y a eu un remaniement, il a eu lieu il y a quelques minutes et on va bien sûr le commenter, le découvrir parce que il y a des départs, on le sait, avec l'affaire Bayrou, une conférence de presse dont on va parler ce soir dans notre débat. Et puis il y a de nouveaux visages, des femmes, des hommes. On va évidemment commenter, analyser ce remaniement qu'on annonçait technique et qui est beaucoup plus politique qu'il n'y paraît. On en parle tout de suite avec mes invités. Ils m'ont rejoint. Julien Aubert, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été réélu député Les Républicains de Vaucluse. Bravo. Oui, j'ai un tout petit peu appris au fur et à mesure des mois. Au second tour, pour la seconde fois, vous avez donc été réélu. On reviendra sur votre élection et puis sur le remaniement évidemment, parce qu'il y a un nom assez proche d'une circonscription voisine. Parfaitement, le Vaucluse a un ministre. Voilà, exactement. Salaud d'élu, c'est votre livre, parce qu'on parle beaucoup des affaires, de la transparence. Voilà, vous avez sorti ce livre en 2016. Merci d'être avec nous. Voilà, on vous voit avec votre écharpe de député, puis les petits glands dorés. Ça veut dire que vous étiez adjoint au maire. C'est une signification, je crois. Le gland argenté, c'est pour l'adjoint au maire, et ils sont dorés, c'est pour le député ou le maire. Bah voilà. Vous voyez que c'est une information importante. Les Français ne le savent pas, ça. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Député UDI d'Eure-et-Loire. Vous avez été élu, alors cette fois-ci au second tour, parce que les deux mandats. J'avais une marcheuse contre moi. Vous aviez une marcheuse à 70% au second tour. En 2007 et en 2012, vous aviez gagné au premier tour dans votre circonscription d'Eure-et-Loire. Je rappelle que vous étiez le président du groupe UDI ici à l'Assemblée nationale, mais il s'est passé plein de choses aujourd'hui et on va en parler bien sûr. Il y a un nouveau groupe qui s'est constitué, je ne sais pas comment il va s'appeler, avec bien des LR et des UDI. Voilà un grand groupe, peut-être les constructeurs, les constructifs. On en parlera avec vous. Yann Verling, bonsoir. Porte-parole du Modem. On va bien sûr parler de la conférence de presse de François Bayrou. Elle a eu lieu vers 17h, sous une forte chaleur, parce qu'il fait très chaud à Paris. Et puis on parlera évidemment des départs et des arrivées dans ce remaniement qu'on va découvrir dans quelques instants. Arnaud Vivian, bonsoir. Journaliste, écrivain, rédacteur en chef de Charles, littérature et politique. C'est agréable de parler de littérature et de politique, voilà. Voilà. Et avec la photo en une de Yann Moix, qui est non seulement un écrivain, mais aussi un chroniqueur. Fantastique. Voilà, fantastique et médiatique. Voilà pour mes invités. Regardez ces images, elles ont eu lieu il y a quelques minutes, ce remaniement qu'on annonçait simplement technique et qui est devenu véritablement, avec cette affaire Bayrou, eh bien un remaniement politique. Regardez, écoutez Alexis Collère et puis on va commenter évidemment ces nouveaux visages. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Madame Laura Flessel, ministre des Transports. Madame Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports. Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes.
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Monsieur Christophe Castaner, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Madame Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées. Monsieur Mounir Majoubi, chargé du numérique. Monsieur Sébastien Lecornu et Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Le président de la République réunira le Conseil des ministres demain, jeudi 22 juin 2017, à 10 h. Voilà pour ces 3 minutes, cette liste égrenée. On connaît les départs des ministres et on a des nouveaux noms. Je donne la parole tout de suite, Yann Verling, parce que c'est vrai que le débat ce soir, avec les supputations de toute cette journée de tweets, d'annonces, de ministres dont on connaissait le nom et finalement il y a quelques surprises. 2 modems ce soir, Jacqueline Gouraud, sénatrice du Loir-et-Cher, une toute proche de François Bayrou, qui va être attachée au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et puis Geneviève Darrieussecq, une modem, qui elle sera aussi rattachée au ministre des Armées, peut-être secrétaire d'État aux anciens combattants. Est-ce que dans l'équilibre entre les départs et les entrées, vous vous y retrouvez, vous, le modem ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu perdant ? Vous aviez des ministres d'État et là, vous écopez d'un ministre en relation avec l'Intérieur et puis un secrétaire d'État. Écoutez, nous, on avait souhaité une présence maintenue du modem au gouvernement, c'est le cas. Après, présence symbolique ? Non, symbolique, je pense que c'est des personnalités qui vont compter dans le gouvernement. Et puis, nous, on a réaffirmé aujourd'hui notre plein soutien à Emmanuel Macron et à l'action du gouvernement. Donc, voilà, la traduction, elle est là. On avait 2 ministres dans le précédent gouvernement, on en a 2 aujourd'hui. Voilà. Vous avez 3 ministres, un garde des Sceaux, les affaires européennes, oui. Et puis quand même ministre des Armées, qui était Sylvie Goulard. Ça pesait. Quelle est votre réaction, messieurs ? Parce qu'on va bien sûr revenir sur les 2 informations principales. D'abord, le ministre de la Justice, Madame Belloubet, qui est peu connue du grand public, et on va essayer de la découvrir ce soir en images, qui est une juriste, qui était membre du Conseil constitutionnel. Et puis, il y a Florence Parly, que vous connaissez, Philippe Vigier, Julien Aubert, qui a été secrétaire d'État dans le gouvernement de Lionel Jospin, une socialiste, Florence Parly, du budget aux armées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rien de spécial ? Rien de spécial. Enfin, d'abord, la composition du gouvernement est assez complexe parce que vous avez des ministres qui ont des portefeuilles, vous avez des ministres préposés auprès du ministre mais qui n'ont pas de portefeuille, vous avez des secrétaires d'État rattachés au Premier ministre qui ont des portefeuilles et vous avez des secrétaires d'État rattachés à des ministres qui n'ont pas de portefeuille. Alors qu'on aurait pu penser qu'on aurait des ministres chargés de trucs et puis ensuite des secrétaires d'État rattachés sans, je dirais, voilà. Ensuite, deuxièmement, deuxième commentaire, il y a un renouvellement. On va commencer par le positif. Il y a beaucoup de noms qui sont inconnus. Donc, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que s'ils sont nommés, ils sont mauvais. Brune Poirson, alors moi, il y en a une que je connais, parce que vous la connaissez. Brune Poirson, c'est une jeune femme qui a remporté le duel contre le suppléant de Mario Maréchal Le Pen, qui est donc députée de la moitié sud de Carpentras. Je suis député de la moitié nord de Carpentras. Je crois que c'est un signal politique que le président a voulu envoyer en disant elle a conquis une circonscription. Ça, c'est pour les territoires. Il faut toucher tous les territoires. Et puis, il y a toujours une représentation. Je ne suis pas certain que l'organisation du gouvernement soit très opérationnelle quand on voit par exemple que Nicolas Hulot est flanqué de 2 secrétaires d'État sans portefeuille, d'un ministre sans portefeuille. Enfin, je me demande comment tout ceci... Vous dites c'est une ébauche ce soir, là. On est un peu encore dans une ébauche. Voilà. Après, Florence Parly, c'est pas le renouveau, mais en même temps... c'est socialiste, hein, c'est une socialiste. Non, la vraie question, c'est de savoir quelle peut être la ligne idéologique d'un tel gouvernement qui, à mon avis, fait le grand écart entre des gens qui étaient autrefois républicains et des gens qui étaient autrefois au Parti socialiste. On va voir si
je me trompe et qu'en réalité, derrière, il y a une nouvelle manière de faire de la politique, une ligne de conduite, ou si en contraire, c'était uniquement des ralliements opportunistes et qu'au premier choc, ça explosera. Mais enfin, pour le MoDem, ça montre quand même bien, je dirais que c'est les premiers frémissements. On voit bien en réalité qu'il n'y a pas de gouvernement de coalition parce qu'en fait, En Marche a la majorité. Et donc, lorsque le président de la République n'a plus intérêt à avoir tel ou tel au gouvernement, il peut s'en séparer sans crise politique majeure, tout simplement parce qu'il a une structure vertébrale. Et demain, si le MoDem n'était pas content, il disait on ne soutient plus le gouvernement, ça ne changera pas la vie de toute façon. Parce qu'il s'est passé plein de choses à l'Assemblée, il y a des groupes qui se constituent d'appoint, et on va revenir sur vos positions respectives. Voilà, tant qu'En Marche, de toute façon, tient, ils peuvent avancer sans leurs alliés. Philippe Vigier, sur ce qu'on voit, évidemment, on est à chaud. On vit cet événement ensemble presque à chaud, puisque cette annonce d'Alexis Collère, le secrétaire général, a eu lieu à 19h20, il est 19h40. Donc évidemment, il y a beaucoup de surprises. Est-ce qu'il y a un petit coup de barre à gauche dans cette liste égrenée par le secrétaire général? Parce qu'on voit Florence Parly, mais en analysant, on voit aussi Nicole Loiseau qui va s'occuper des affaires européennes rattachée au ministre, et on voit que c'est une haut fonctionnaire. On voit aussi Madame Belloubet qui a été candidate en 2010 pour les socialistes sur la liste de Monsieur Martin Malvy, Midi-Pyrénées. Est-ce qu'il y a un petit coup de barre à gauche? Est-ce que vous avez ce sentiment? Oui, il y a un peu de rééquilibrage. Ce que vous venez de dire à l'instant avec Florence Parly. Et puis, excusez du peu, avec le ministère des Armées. D'ailleurs, le ministère des Armées, c'est pas le ministère de la Défense. Oui, déjà, le périmètre ministériel, qui était celui de Jean-Yves Le Drian, avait été singulièrement écorné. Ça n'a échappé à personne. Et là, je vois que le président de la République a veillé, évidemment, à restreindre les armées, toujours. Oui, toujours les armées. Il n'y a pas la dissuasion nucléaire, par exemple. La deuxième chose, Madame Belloubet, donc, qui est garde des Sceaux, on sait très bien que c'est une personnalité de gauche qui était au Conseil constitutionnel, donc sur 2 ministères régaliens. Nommé par le président du Sénat. Quelque part, nommé, oui, certes, mais enfin, elle était connue. Monsieur Bell. Sensibilité émanant de la gauche. Donc, à partir de là, il y a eu un sorte de rééquilibrage sur 2 ministères régaliens. Sur le MoDem, moi, je connais bien Jacqueline Gouraud, parce qu'on a fait beaucoup de campagnes ensemble. Elle est de la région centre. Le MoDem est de la région centre, donc je sais qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, sur les collectivités territoriales, une véritable expertise reconnue, notamment elle a beaucoup travaillé à l'Association des maires de France, mais quand même, je dis à Yann Verling que le MoDem n'y trouve pas son compte. Il y avait quand même François Bayrou, ministre d'État, Marielle de Sarnez, il y avait Sylvie Goulard. Là, il y avait 3 ministres, on se retrouve à 2, et encore un secrétariat d'État dans les 2, donc quelque part... Un ministre et un secrétaire d'État. Ouais. On voit bien quelque part que le MoDem, malheureusement, s'est retrouvé un peu écorné aussi dans cette affaire. Et puis, en revanche, il y a l'arrivée de 2 jeunes que je connais bien, qui étaient de l'équipe Juppé. Oui, Lemoine, le sénateur. Jean-Baptiste Lemoine, qui est souvent venu sur le plateau. Jean-Baptiste Lemoine qui arrive, donc c'était sénateur de Lyon. Hein. C'est le sénateur de Lyon qui était le premier à se rallier d'ailleurs. Qui avait soutenu beaucoup Alain Juppé et puis qui était allé d'ailleurs, qui avait été le premier parlementaire à aller soutenir Emmanuel Macron. Et un deuxième, c'est Sébastien Lecornu. Oui. Qui était une de cheville ouvrière des équipes Juppé. Proche de Le Maire. Très proche de Lecornu. C'est un lemériste. Bruno Le Maire. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une proximité géographique. Il est le président du conseil départemental. Non, c'est une cheville ouvrière de lemériste. Mais derrière tout cela, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Julien Aubert fort justement. Et Arnaud Vivian. On voit bien que les libellés précis n'existent pas. Donc il y a encore un peu de flou. Je ne sais pas comment ils vont prendre leur marque lorsqu'on n'a pas une affectation avec le périmètre ministériel, parce qu'on sait que tout ça, derrière, il y a beaucoup d'arbitrage. Et donc, quelque part, je ne suis pas persuadé que sur l'action des ministres tels qu'ils ont été nommés ce soir, ça sera très efficace et très limpide. Alors, vous allez voir des images, évidemment, qui vont vous arriver au fur et à mesure, parce que je leur dis, on est en direct. Donc, évidemment, nous allons vous présenter ces visages. Stéphane Travers, qui était sur notre plateau il y a quelques jours, qui est un député de la Manche, En Marche, un des premiers socialistes à avoir franchi le Rubicon, eh bien, lui hérite de l'agriculture. Et puis, Jacques Mézard, qui avait l'agriculture, bien, ça s'occuper de la cohésion des territoires. Voilà, pour les arrivées. Et puis, Benjamin Griveaux, faut-il le préciser, une des chevilles ouvrières de la campagne En Marche, eh bien lui hérite d'un secrétariat d'État rattaché au ministre des Finances. Si je peux juste rajouter quelque chose, il y a aussi une reprise en main, c'est-à-dire que quand on met chez Bruno Le Maire un secrétaire d'État qui est un très proche du président, on essaie de... En réalité, je crois que chaque ministre, il faudrait regarder, mais Benjamin Griveaux et de Normandie sont des proches de Macron. Donc par définition, on a des ministres de droite, mais on leur met quand même... C'est ce qu'on appelle, en termes de rugby, le marquage à la culotte. Ou en tout cas un cornaquage. Arnaud Vivian, évidemment on est à chaud. On parlait d'un remaniement technique et on reviendra évidemment avec Yann Verling sur cette question, mais là on n'est plus dans un remaniement technique. Il y a des postes régaliens qui sont remplacés. Vous le regardez comment? C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms
qu'on ne connaît pas. Il faut le dire, des visages qu'on ne connaît pas. La bonne nouvelle, c'est que la nouvelle garde des Sceaux pourra appeler France Inter en tant que citoyenne, vu que personne ne la connaît. Ça, a priori, ça devrait marcher. Hein. Peut-être dès demain, après, ça sera plus compliqué. Oui, elle le pouvait jusqu'à ce soir. Oui, ça. Voilà, ce soir, elle veut le faire. Le président de la République a signé le décret. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Le fait que le ministère de la Défense... On la découvre à l'image, hein, la garde des Sceaux. Les armées reste à une femme. On sent que là, il y a une décision très précise. Hein. On dit c'est pas du tout l'effet d'un hasard. C'est intéressant. Il y a effectivement, à mon avis, ce gouvernement est celui sans doute dont rêvaient Emmanuel Macron et Édouard Philippe la première fois. Ils sont plus près, à mon avis, de leur rêve qui n'est pas simplement un rêve politique, qui est un rêve, si vous voulez, d'union nationale, Oui, il y a de la droite, il y a de la gauche. Voilà, mais d'un gouvernement technique qui va être au travail. On sent que c'est cette idée-là hein, Pas l'union nationale. alors que le premier gouvernement était beaucoup plus politique finalement. L'affaire Modem a permis de sortir, à mon avis, le gouvernement d'un problème qui était d'avoir justement un gouvernement trop politique. Et là, il a un gouvernement beaucoup plus technique, avec un côté armée mexicaine, on est bien d'accord. Hein, technique. Parce qu'on a un gouvernement qui est trop technique, à un moment ou à un autre, ça coince, il faut des politiques. Et justement, c'est ce qui est reproché. Oui, mais on sent que... Un hémicycle dans lequel il y aura 400 députés. Ce qui n'était pas du tout prévu, c'est que l'Assemblée nationale risque de redevenir le vrai lieu politique finalement. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 jours. Je serais heureux si ça se passait comme ça. Oui. Nicole Loiseau, en charge des affaires européennes, elle est une femme haut fonctionnaire, elle était la porte-parole de l'ambassade de France aux États-Unis. C'est une femme qui a fait toute sa carrière au MAE, au ministère des Affaires étrangères. Voilà pour Nicole Loiseau qui va s'occuper des affaires européennes. C'est intéressant, là on parlait de ministère technique, c'est aussi une femme dont le visage n'est pas connu et qui va devoir porter un dossier très lourd. Notez le nombre d'énarques et de fonctionnaires. Hauts Pas m'en fonctionnaires. vouloir, si vous voulez leur en vouloir, parce que je suis de la promotion de Macron. Ouais. Mais de Normandie, Griveaux, c'est Sciences Po, HEC. HEC, là vous avez quand même des profils très techno. Hein, on voit bien qu'effectivement l'idée c'est de faire technique. C'est pour moi pas l'Union nationale, parce que l'Union nationale ça irait de Mélenchon à Le Pen. C'est plus, je dirais, l'Union du centre. L'union du centre droit et du centre gauche. On verra si ça tient. Après, pour que le Parlement soit une enceinte politique, on verra, comme le disait mon collègue, je dirais comment se comportent les députés En Marche et comme on va avoir cette diversité qui est aussi une richesse. À un moment donné, on risque entre les vieux briscards recyclés du Parti socialiste, les républicains partis à la soupe et au milieu les gens de la société civile qui n'étaient pas hyper politisés, on risque à un moment donné d'avoir un problème. Alors, regardez ce sujet d'Elsa Mondagava, on va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai qu'au départ on parlait d'un couac, les médias parlaient du couac entre François Bayrou et le président de la République et c'est vrai que les choses sont devenues de plus en plus une affaire politique embarrassante à tel point que ce matin on apprenait que François Bayrou allait quitter son poste de garde des Sceaux, mais il avait tenu à faire une conférence de presse ce soir à 17h. Ce n'est pas une démission. Il l'a expliqué. Regardez ce sujet d'Elsa Mondagava parce qu'elle revient aux origines peut-être de la crise, des tensions qui ont opposé le leader du Modem, François Bayrou, et le président de la République, Emmanuel Macron. Regardez ce sujet. C'est la démission la plus retentissante du gouvernement. François Bayrou, l'allié d'Emmanuel Macron dans la présidentielle, n'aura occupé son poste de ministre de la Justice que 36 jours. Son parti, le Modem, est visé par une enquête préliminaire sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires européens qui auraient travaillé exclusivement pour le parti. Rester garde des Sceaux était devenu intenable. Et la situation dans laquelle je me trouvais placé, en raison de ma fonction de garde des Sceaux, était telle que la seule personne en France qui ne puisse pas se défendre contre calomnie et dénonciations diffamatoires et abusives, c'est le ministre de la Justice. Je choisis la liberté de jugement et la liberté de parole. Je choisis de préserver la loi de moralisation et de confiance dans la démocratie. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. C'est la démission hier de Sylvie Goulard qui a accéléré les choses. Dans un communiqué, la ministre des Armées dit vouloir avoir l'espace pour prouver sa bonne foi. Dans ces circonstances, elle entraîne avec elle ses 2 autres collègues centristes, François Bayrou donc et Marielle de Sarnez. Elle quitte les affaires européennes mais pourrait prendre la tête du groupe Modem à l'Assemblée et de ses 42 députés. Au gouvernement, on ne cache pas un certain soulagement.
Ce que je sais, c'est que c'est une décision personnelle, mais une chose est sûre, je ne vais pas être langue de bois, vous avez raison, ça simplifie la situation parce qu'il était difficile, y compris pour le porte-parole, de répondre à vos questionnements légitimes aux enquêtes de la presse sur des sujets qui, je le rappelle, n'ont pas aujourd'hui de conséquences judiciaires, mais je pense qu'il est effectivement plus facile de se consacrer totalement à cette défense-là, et quand on est ministre, quand on est garde des Sceaux, quand on est ministre des Armées, l'exercice est très compliqué et implique cette forme d'éthique. Aujourd'hui, si celui qui redevient maire de Pau affirme toujours soutenir le président de la République, l'alliance entre Emmanuel Macron et François Bayrou semble bien fragilisée. Une alliance scellée en février dernier. Le numéro 1 du MoDem décide de ne pas se présenter à la présidence de la République et laisse le champ libre à Emmanuel Macron. Mais rapidement, entre les deux hommes, ce sont les premiers couacs. Lors des investitures pour les législatives, le président du MoDem s'estime lésé et n'hésite pas à le crier haut et fort. Une liberté de ton qu'il va user à nouveau lorsqu'il est ministre de la Justice, lorsqu'il tient tête par exemple au Premier ministre, après avoir fait pression sur des journalistes qui enquêtaient sur lui. Yann Verling, ce soir, la question qu'on se pose, c'est de se dire, il y a une conférence de presse, on l'a entendu, le garde des Sceaux dit, mais je suis presque victime d'un complot, on me veut du mal, on m'empêche d'aller au bout de cette loi. Qui est parti? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a demandé poliment au garde des Sceaux de faire un pas de côté, ou est-ce que c'est le garde des Sceaux seul qui décide, au nom de son éthique, de son intégrité, de quitter le gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous étiez à la conférence de presse qu'on a fait. Non, mais je l'ai écouté en direct. François Bayrou a dit clairement que, au moment même où a commencé à être évoqué le fait qu'il y ait une enquête préliminaire, il a envisagé de quitter le gouvernement et en a parlé au président de la République. Ils se sont vus il y a 12 jours, 13 jours. Il l'a dit tout à l'heure, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, il avait envisagé cela. Simplement, on était en pleine élection législative, c'était pas possible de faire ça à ce moment-là. Il a attendu le lendemain des élections législatives pour le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pourquoi, excusez-moi, c'est Sylvie Goulard qui sort qui tire la première cartouche et pas le garde des Sceaux? Excusez-moi, c'est... On n'a pas tout à fait concerté les choses avec Sylvie Goulard, pour tout vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que la décision que François Bayrou a prise, c'est lui qui l'a prise. Il n'y a pas de... n'a pas été poussé. Non. Non, mais c'est important. Je crois même que c'était un peu le contraire, mais bon, peu importe les choses. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron aurait souhaité qu'il reste? Écoutez, en tout cas, c'était une décision difficile, mais que François Bayrou a souhaité prendre lui-même. Voilà, donc c'est fait, il l'a prise, et je crois qu'on peut tous constater qu'il l'a prise en dépassant son intérêt personnel et en cherchant à défendre l'idée que c'était la condition pour que la loi qu'il a portée puisse aboutir sereinement. Vous en pensez quoi, Philippe Bilger? Parce que l'UDI, ce sont les centristes. Il y a eu l'UDF, c'est une grande famille centriste qui s'est ensuite décomposée, recomposée. Comment vous regardez l'attitude de François Bayrou aujourd'hui? Écoutez, vous vous rappelez que lorsqu'il avait fait son offre d'alliance, si je me souviens bien, de l'expression consacrée à Emmanuel Macron, il avait dit, dans cette offre d'alliance, il y a 2 points. Et un qui est majeur, c'est qu'on puisse moderniser la vie politique et faire en sorte qu'elle soit plus transparente. Il portait ce texte, et au moment où il doit porter ce texte, quelque part, le MoDem est rattrapé. À faire justement, des emplois fictifs ou pas. Aucun jugement de valeur. En tout cas, il y a un parfum d'affaires. Donc il n'était plus, me semble-t-il, en capacité de pouvoir défendre ce texte le moment venu dans l'hémicycle. Donc c'est une décision, je pense, qu'il a préféré prendre avant que ça se complique. Et en tout cas, pour Emmanuel Macron, pardonnez-moi, parce que il est habile, mais quand même, ça fait 5 semaines qu'il est en place. Il y a déjà 4 ministres qui ont été sortis du gouvernement. Enfin, je crois que c'était jamais vu sous la Ve République. Et pas n'importe lesquels. C'est vrai que ça branle un peu dimanche, comme on dit. Ça semble glisser, mais je suis désolé, on vient quand même de vivre une semaine absolument étonnante. Pour un président qui avait une légitimité soi-disant hors sol, je rappelle simplement, dimanche dernier, tout le monde l'a oublié. Il y a moins de 14% des électeurs français qui ont remporté un soutien au candidat En Marche ou MoDem aux élections législatives. 14% du corps électoral. Oui, oui. Moins de 7 millions de voix. Moins de 7 millions de voix. Sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu 12 millions de voix en 2007. Sous François Hollande, 10 millions et demi. Ça veut dire que la confiance, elle est à construire. Vous en pensez quoi de cette séquence politique qui commençait par le couac? C'est-à-dire le couac, c'est une petite dispute qui fait un peu de bruit. Et là, c'est une affaire politique parce que les ministres MoDem sont partis. On se dit alors... Tout en, évidemment, et je parle sous contrôle de Yann Verling, François Bayrou dit mais on est toujours un allié, on soutient évidemment Emmanuel Macron, on est toujours allié avec lui. Il y a comme ça quelque chose d'assez confus et de complexe.
Moi, je n'achète pas l'argument tel qu'il est présenté, mais après, je dirais, c'est de la pure intuition. Quel argument vous n'achetez L'argument pas disant Emmanuel Macron voulait que François Bayrou reste, j'aurais été le président de la République, je serai le président de la République ce soir. Je le disais encore hier. Oui, enfin, Édouard Philippe, il s'était pris, il a bien compris, François Bayrou l'avait défié en expliquant qu'il gardait sa liberté de parole. Je dirais ce que je veux. Oui. Voilà, donc déjà, ça partait mal avec le Premier ministre. Ça partait très mal. Il portait un texte de loi sur la moralisation, thème que je n'aime pas beaucoup, et il était l'incarnation exacte de ce que justement les Français ne veulent pas. Alors, à tort ou à raison, on le verra ensuite. Et puis troisièmement, on voit bien que Sylvie Goulard, en démissionnant, a mis quand même un peu la pression. Alors, je crois que c'était pas forcément dû à des questions d'affaires. Je crois que c'est dû aussi à son sentiment par rapport au ministère dont elle avait la charge, où ça se passait peut-être pas forcément comme elle le souhaitait. Reste que, en prenant la décision de démissionner, elle ne laissait pas d'autre choix, puisque si elle, qui était moins dans l'œil du cyclone, elle démissionnait, on voyait mal comment François Bayrou pourrait rester. Et j'en veux pour preuve que décision personnelle, non concertée. Hein, François Bayrou se retrouve tout seul en conférence de presse à expliquer le geste. Si ça avait été aussi, je dirais, entendu et coopératif qu'on nous le dit, il aurait très bien pu, avec Emmanuel Macron à côté ou avec un représentant du gouvernement, faire quelque chose, si vous voulez, de beaucoup plus organisé. Là, on a l'impression que effectivement, il part avec sa liberté de parole, qu'Emmanuel Macron lui laisse donner la version qui l'intéresse. À la limite, qu'importe, la justice doit passer. Moi, je suis pas en faveur, si vous voulez, des lapidations publiques. Je commence à en avoir marre. Enfin, il y a une chose qui est claire, c'est que dès qu'une affaire ou un soupçon d'affaire va toucher un ministre, il partira. C'est très mauvais. C'est très mauvais parce que faire naître une affaire sur quelqu'un, c'est très facile. Un ou deux articles bien ciblés. Je veux dire, peut-être que François Bayrou est innocent. Et moi, si vous voulez, je serais plutôt en faveur que, évidemment, si ça vous empêche d'exercer votre mandat. Vous dites, s'il est condamné, il sort du jeu politique. Puis en plus, il y a une hypocrisie, parce qu'honnêtement, on vous explique que quand vous avez une affaire, vous pouvez plus être ministre. Par contre, vous pouvez présider le groupe Marielle de Sarnez va prendre les rênes du groupe. Je veux dire, à un moment donné, si vous estimez que c'est pas possible, vous vous mettez en retrait de la vie politique. Le problème de Richard Ferrand, c'est pas simplement. Oui, Richard Ferrand. Parce qu'il y a aussi l'affaire Richard Ferrand. Vous en pensez quoi, Arnaud Vivian, de cette affaire François Bayrou? Il y a un article du Nouvel Obs, une enquête assez approfondie sur l'affaire en elle-même, des emplois dits fictifs d'assistants parlementaires et des mots assez durs en parlant de Marielle de Sarnez et de François Bayrou. Alors évidemment, c'est sous le coup de l'anonymat, mais il parle des Thénardier du Modem. Ce sont des mots très durs prononcés par des gens en interne. Vous la regardez comment, cette affaire? C'est une affaire politique? Oui, c'est certainement une affaire politique au sens c'est le problème du financement de la vie politique telle qu'elle. Voilà. Donc est-ce qu'on passe à une nouvelle vie politique? Et effectivement, il faudra bien la moraliser. C'est le mot. Vous avez raison. Le mot n'est peut-être pas le meilleur, mais il faudra bien régler des problèmes de financement de la vie politique qui n'étaient pas réglés, et qui ressurgissent là et qui deviennent inacceptables aux yeux des Français. Ça, tout le monde le sait, etc. D'où le projet d'ailleurs que portait François Bayrou, tout à fait justement. Oui, mais le problème, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que, en fait, le vrai problème, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que les Français ont un problème de toute manière avec l'argent et avec le fait qu'en politique, on puisse brasser de l'argent à titre personnel ou à titre du financement de la vie politique. Comme on vit dans un système hypocrite, il se passe des choses qui sont à la marge de la légalité. Et de temps à autre, certains se font rattraper. Donc, il faudrait le mettre à plat en disant voilà comment fonctionnent les partis, voilà comment on Combien ça coûte? Parce qu'après, on a des solutions hypocrites où on vous explique que pour moraliser la vie politique, mon collègue Vigier pourra plus employer sa femme. Par contre, moi, je pourrais employer ma maîtresse, ou je pourrais employer la femme de... Non, mais où je pourrais employer sa femme. Enfin, je crois pas, si vous voulez, que on va rajouter une couche d'hypocrisie parce que celui qui voudra véritablement embaucher son épouse, il la fera embaucher par son collègue de circonscription. Donc cette transparence à outrance, c'est-à-dire l'idée d'aller au bout. C'est pas les vrais problèmes. Vous en pensez quoi, Yann Verling? Parce que, excusez-moi d'y revenir, il y a évidemment l'affaire politique, le départ de François Bayrou, cette conférence de presse, très bien emballée. Puis il y a l'affaire en elle-même. Est-ce que Sylvie Goulard risquait quelque chose? Est-ce qu'elle a anticipé un risque judiciaire et évidemment se retirant parce qu'elle craignait que l'enquête la touche? Est-ce qu'il y avait chez elle cette réflexion-là? Moi, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Et je vous invite tous à être maintenant d'une certaine vigilance pour la suite. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé ces derniers jours tous les articles qui sont sortis pour épingler tel ou tel candidat, précisément de La République En Marche, en disant ils ont déjà des casseroles, etc. Vous lisez précisément les articles, il n'y a rien.
C'est un début de commencement de quelque chose, souvent une dénonciation d'un adversaire politique, transformé par les réseaux sociaux, transformé par la presse, et tout ça est monté en épingle. C'est classique dans les élections, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça a pris une certaine ampleur. C'est plus important en termes numériques. Ouais. On a même tué un candidat à la présidence de la République dernièrement. Donc, comment ? Je veux dire, la justice médiatique a déjà tué un candidat à la présidence de la République. Mais il faut bien voir que... voilà, avant même qu'il ne soit jugé, questionnez-vous, je veux dire, qui sont touchés maintenant ont eu des mots assez définitifs. C'est pas pour l'excuser, tant s'en faut, parce qu'on a dit les choses en son temps. Fut un temps où on était en politique inquiété quand on était condamné. Et encore, il y en a certains qui ont réussi à... Aujourd'hui, c'est la mise en examen. Là. Après, ça a été la mise en examen où on était inquiété. Maintenant, après, c'était les enquêtes judiciaires. Maintenant, c'est l'enquête préliminaire. Et je vous rappelle que l'enquête préliminaire qui nous concerne, elle a été ouverte pour vérifier si les dénonciations calomnieuses sont justes. C'est tout ce qui a été fait. Bon. Et à partir de là, on a réussi à faire en sorte qu'on était empêché dans l'action gouvernementale. Je vous invite juste à réfléchir. Donc vous n'avez pas répondu à ma question, sur Goulard, mais c'est une question importante. Vous avez tous l'immunité parlementaire. Pourquoi existe-t-elle cette immunité ? C'est pour vous protéger des calomnies, de pouvoir de faire en sorte que vous ne puissiez plus faire votre action politique. Ça a une raison d'être. Oui. Et aujourd'hui, on la foule aux pieds. Mais évidemment qu'on la foule aux pieds. Moi, je vous invite tous à être très prudents dans ce que vous dites. Quand vous dites qu'il y a une affaire, moi j'estime qu'il n'y en a pas. Il y a une enquête préliminaire qui cherche à vérifier si les dénonciations calomnieuses sont justes. Et je vous rappelle que les dénonciations calomnieuses, en l'occurrence, sont identifiées aujourd'hui. C'était anonyme pendant un temps. Heureusement, c'est une élue. Ce sont des gens qui règlent des comptes avec nous. Qui ont des procès avec nous. Mais moi, je suis à 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Très attention. Mais on n'a pas de désaccord entre nous. Non, mais journaliste, il n'est pas du tout d'accord. Mais pas du tout. Il y a quoi ? Il y a un entre-soi ce soir. Les enquêtes journalistiques, excusez-moi. Bah oui, qui font leur boulot. Voilà. Je redis celle de l'Obs. Voilà, c'est pas des gens qui disent n'importe quoi, qui écrivent n'importe quoi. Ils sont pas là pour vous embêter, vous comprenez ? Pour vous empêcher de gouverner. Les journalistes n'ont jamais fait ça. Qu'ont dit les enquêtes ? Qu'ont révélé les enquêtes ? Rien. Rien. Enfin, je rappelle. Il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a cet article dans l'Obs. L'article de l'Obs est extrêmement détaillé. Vous l'avez lu forcément. Quand même. Elles ne font que relayer des allégations qui ne sont pas prouvées. Moi, je suis désolé, mais les journalistes, je les respecte infiniment, mais ce ne sont pas des juges. Là-dessus, d'accord. Là, on est tous d'accord. Je ne comprends pas. Vous savez bien que ça marche sur 3 piliers. Il y a la presse, les politiques et les juges. Voilà. Monsieur, moi, je respecte infiniment les journalistes, à condition que le conditionnel soit utilisé dans les propos. Ce que je n'ai pas lu beaucoup dans les derniers. Vous trouvez qu'effectivement, il y a un peu un procès à charge sur Philippe Modem. On a dit Monsieur Bayrou, Madame de Philippe Vigier ont employé de manière fictive. Sans preuve. Philippe Vigier. Il y a eu à charge depuis de longs mois sur des acteurs de la vie politique, quelques sensibilités qui aient pu être. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, si je suis votre raisonnement. Il y a eu une enquête préliminaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une accusation. La règle, elle est en cours. La règle ministérielle est dictée par le Premier ministre lui-même, c'était quoi ? Si un ministre est mis en examen, il démissionne. Que je sache, Mme Goulard n'est pas mise en examen, pourquoi démissionne-t-elle ? Je lis ses propos et elle déclare parce que je vais être en mesure de me défendre. Donc elle anticipe, excusez-moi... Quelque part, c'est qu'elle craint quelque chose. Donc vous répondez à ma question. La déclaration qu'elle a faite. Voilà. Si on n'a rien à se reprocher qu'il y ait une enquête préliminaire, on laisse l'enquête se passer. Voilà. C'est ça le bout de la logique. L'ampleur de donc c'est Philippe Vigier qui répond à ma question. C'est un homme politique. C'est vrai qu'elle se prépare à se défendre. Honnêtement, ça veut dire qu'elle a des choses à se reprocher. La campagne médiatique sur l'affaire Ferrand ou sur l'affaire du Modem, enfin même si on ne peut pas parler d'affaires, on va dire sur les suspicions, n'a rien à voir avec ce que j'ai connu il y a 2-3 mois auprès d'un candidat. Je crois que si vous voulez qu'il y a un problème de relation avec le politique, de place de la justice dans la société, aussi de côté, cette lapidation médiatique qui est terrible. Et moi, je plaide pour que les sanctions, lorsque vous êtes condamné, soient effectivement dures, appliquées. On vous a, mais pas une chasse aux sorcières. On a estimé, voilà, vous avez mis la main dans le pot de confiture, vous êtes inéligible à vie. Ça, je peux le comprendre. Mais en revanche, je trouve que, si vous voulez, sur la suspicion généralisée, on en fait beaucoup trop, et effectivement, mais simplement, quand ça vous touche... Attendez, Julien Aubert, sur François Fillon, le canard enchaîné, par exemple, c'est lui qui a dégainé le premier. Il en a trop fait, il a eu tort d'enquêter sur... Il s'est acharné. Moi, j'attends de voir ce que la justice dira. Après, on a tous notre intime conviction, d'accord ? Mais on voit bien que les conséquences politiques ont été réelles. Si dans 2 ans...
ou dans 3 ans, il est blanchi, lui, ce sera terminé. C'est vrai que François Fillon avait perdu tout sens de la réalité à force d'exercer mandat sur mandat, d'avoir fait que de la politique. Le problème, c'est aussi un problème de respiration dans la démocratie. Oui. Et c'est ça aussi. Mais la respiration dans la démocratie, elle doit se faire par l'élection. Je suis tout à fait d'accord pour pas sombrer dans le voyeurisme. Moi, je suis pour une modernisation et une transparence. Il faudra dire aux Français combien coûte la vie politique. Mais c'est que je parlais du coût tout mettre sur la table. Combien coûte aussi le fait que les journalistes ont des protections, ils ont des sources, ils ne déclarent pas lorsqu'ils ont des déjeuners, et c'est normal, il faut vous protéger. Et nous avons été dans l'hémicycle avec Julien Aubert, des voix qui se sont élevées au moment où certains voulaient rogner quelque part la liberté d'expression des journalistes. Mais il y a une chose, il y a une chose, il y a eu des lois successives sur les sources. Regardez sur les sites internet où tout peut proliférer, commencer. Regardez sur les sites djihadistes. On a demandé X fois, on l'a demandé tous les deux, qu'on puisse les fermer. Incapable, puisque derrière la réponse judiciaire a été on ne les ferme pas. Non, sur les délits d'entrave à l'IVG, c'était la même chose, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, je parle pour les deux parties de l'hémicycle. Là encore, on n'a pas pu les fermer. Donc moi, je dis attention à ce voyeurisme, ces réseaux sociaux qui vont dans tous les sens, parce que un jour, ce sera les journalistes qui seront attaqués d'une façon absolument folle. On racontera tout et n'importe quoi. Et quelque part, ceux qui nous regardent, ils estiment que nous sommes à part, que nous sommes protégés, pour ça que sur l'immunité parlementaire, moi, je suis favorable à la supprimer. Philippe Vigier, excusez-moi, surtout pas. Philippe Vigier, non, parce que le jour où vous supprimez l'immunité parlementaire, ça veut dire que n'importe quel juge qui veut faire de la politique vous met en examen et c'est terminé. Ah, vous trouvez normal que M. Ferrand devienne c'est le chef de l'État qui le décide en plus, hein. Parce que normalement c'est les députés qui élisent leur président de groupe. Il a été nommé, mais ça vous avez bien compris que c'est un pouvoir jupitérien. Le président de la République décide de tout. On a bien compris. Mais attendez, c'est normal. Vous trouvez ça normal jupitérien au sein de l'Assemblée nationale? Je suis centriste. Il y a eu une élection ce matin. Non, mais moi j'ai dit l'inverse. On va y venir. Soit M. Ferrand est innocent et dans ce cas-là il devait rester au gouvernement, soit il a des choses à se reprocher et dans ce cas-là c'est une hypocrisie que mais de même dire argument pour Marielle Le Sarnez. Et en plus il est le problème de l'immunité parlementaire pour le coup. Ah non, ça n'a rien à voir. M. Ferrand, plus qu'une hypocrisie, parce que moi je me souviens des mots très durs qu'il avait justement contre le candidat de la droite et du centre. J'ai pas oublié. Vous voyez, il est en train d'être rattrapé par les propos qu'il a tenus à un moment ou à un autre. On est toujours puni. Philippe Vigier, juste une question un peu générale et très large. Est-ce qu'on n'est pas, au-delà du débat qu'on a ce soir sur l'idée que les journalistes iraient trop loin, qu'il faut protéger les politiques, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de changer d'air avec ce qui s'est passé aux élections présidentielles et législatives, une forme de dégagisme de la classe politique où des Français ont dit on veut plus vous voir. Un nombre de personnalités de ténors qui ne seront plus dans l'hémicycle, les Français ont dit je vote pas pour vous, je vote pour un jeune de 28 ans, j'ai lu une jeune fille de 24 ans. Et ils ont besoin d'autre chose. Est-ce que c'est pas tout ça? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ah non, bon, alors c'est quoi? Que les Français veulent le renouvellement, moi je peux le comprendre et appartenant à une génération qui est plutôt dans la génération nouvelle. Néanmoins, il y a aussi une évolution sociale dans la manière dont on fait de la politique. Et il ne faut pas... Ceux qui nous ont précédés n'étaient pas plus stupides que nous. Si on a mis en place une immunité parlementaire, c'est pour empêcher certaines dérives. Voilà. Et de manière générale, aujourd'hui, effectivement, on vit avec les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut que la force démocratique prime sur la force des réseaux sociaux. Un mot, et on parle de la droite, parce que ça se recompose aussi beaucoup. Et évidemment, ou ça se décompose. Ou ça se décompose. Nos concitoyens, ils ont le devoir et le droit d'être exigeants avec nous. Voilà. Et ils l'ont été par leur vote. J'ai proposé dans le cadre de ces élections législatives, en ce qui me concerne, il y aura un comité citoyen dans ma circonscription qui pourra vérifier ce que je fais des moyens qui sont mis à ma disposition par l'Assemblée nationale. Voilà, terminé. Il n'y aura pas de problème. Et qui les nomme? Comment? Et qui les nomme? Il sera tiré au sort, comme on tire dans nos communes, les jurys, et ça ne seront pas des élus, comme ça on ne pourra pas dire qu'il peut y avoir éventuellement des influences. François Ruffin, c'est intéressant. Moi, je vais le faire. Tout simplement, j'ai rien à cacher. Rien à cacher. Donc de manière totalement transparente sur évidemment ce que vous faites concrètement. Qu'après on nous met la réserve parlementaire à supprimer en disant que c'est je ne sais quoi, une aide. Mais c'est toujours la suspicion. Non mais sûr, c'est l'idée que dès la qu'on met de parlementaire, j'ai toujours publié sur le site internet, dans la presse. C'est l'idée quoi? C'est que quand on met de l'argent dans les mains d'un élu, on suspecte qu'il va en faire une mauvaise utilisation. Mais dans ce cas-là, les maires, les présidents de conseils régionaux, les conseillers départementaux, arrêtons de leur donner des budgets de subvention. C'est bien plus que la réserve parlementaire. Regardez ce sujet. Et la réserve ministérielle, n'en parlons pas. Alors celle-ci devrait être supprimée d'ailleurs, parce que la réserve parlementaire, en tout cas, va être supprimée. Elle est dans le projet de loi. On verra l'impact sur les associations. Oui, certaines s'inquiètent déjà. Elle est mutualisée, c'est-à-dire ça va être maintenu et ça va être décidé collectivement. Au début. Vous interprétez, mais la loi dit des choses assez claires. Et on verra qui la réallouera, n'est-ce pas ?
Si c'est uniquement le fait du Voilà. prince. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut une subvention au conseil régional, ça prend 1 an. Quand on veut une subvention au conseil départemental, ça peut prendre 6 ou 7 mois. L'avantage de la réserve parlementaire, c'est qu'on allait voir touche son l'argent député plus et rapidement. il pouvait donner Oui, l'accord ou pas. très rapidement. Discrétionnairement, il l'a Oui, donné mais- à qui il voulait. mais il faut faire- C'était le clientélisme Mais total, si vous les- le savez mais bien. non, Maintenant, si vous voulez si les, défendre mais ça, si les c'est Français votre affaire. élisent, attendez, maintenant c'est transparent. Donc tout ça est transparent. Si vous estimez en le voyant c'est clientéliste, moi je vais vous dire, c'est pas parce que je donne 1 000 € pour acheter des maillots à l'équipe de rugby que toutes les mamans ou tous les papas vont voter pour moi. Je ne le sais pas de toute manière. Ils sont dans les oloirs. Et quand on est d'une D'ailleurs, commune ils ont qui a plutôt pas fait beaucoup la de preuve moyens, que ça n'a pas et quand on est une Enfin. commune qui n'a pas beaucoup de moyens, moi j'en ai Non mais je quelques- sais, tous les députés sortants défendent la mais réserve c'est pas sortant, parlementaire, mais- ça je le mais sais. c'est pas défendre. Donc, Demandez à bon, voilà. Jacqueline Gouraud qui a été. Oui, Jacqueline Gouraud, elle a dû, elle aussi, toujours défendu. Enfin, Donc vous allez avoir une Ah, discussion. donc une en mode- ministre, Jacqueline Gouraud, du Modem. Écoutez, je suis. bien la preuve Mais qu'il faut attendez, changer je les suis choses. vice-président. On va Je suis changer. vice-président aux finances de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 6 à 7 millions d'euros par an dans ma circonscription de subventions. Croyez-moi que si pour faire du clientélisme, c'est beaucoup plus utile Mais que oui, les ça n'a rien 130 000 à euros de La réserve différence, c'est parlementaire. que vous le votez en conseil. Mais il n'y a pas du fait. Alors que là, c'est vous tout seul dans votre Mais coin y a qui pas de- décidez. mais y a pas plus de Oh, il est différence. déjà Messieurs, arrivé. on va- Moi, je sais très bien comment Mais ça y a se pas passe dans la plus de plupart des différence. Mais non. circonscriptions. Il fallait Mais non. arrêter ce système Mais non, clientéliste. moi, On je- va l'arrêter. mais non. Voilà. On va- Ça me déplaît, mais c'est comme ça. On va clore cette page parce que c'est un des débats qui va animer la vie dans l'hémicycle sur ce projet de loi de redonner confiance, parce qu'on l'appelait aujourd'hui, auparavant, moderniser la vie publique, moraliser la vie publique, et maintenant c'est redonner confiance. C'est le nom du nouveau projet de loi, il faut être précis. On va s'intéresser à la droite, parce que c'est vrai que on remanie, on a un nouveau gouvernement ce soir si vous nous rejoignez, et vous verrez les nouveaux visages, parce qu'il y a plus de 10 nouveaux visages qui font leur entrée dans le Édouard Philippe II, on peut l'appeler comme ça, évidemment. Édouard Philippe II, c'est très très joli. Regardez ce qui s'est passé à droite, parce que c'est vrai qu'il y avait dès hier l'idée qu'il pourrait se constituer 3 groupes, et finalement il y aura 2 groupes ici à l'Assemblée, 2 groupes de droite. Ils seront du centre. et du centre, bien entendu Philippe Vigier. Il y a eu beaucoup de tractations, de débats en coulisses. Regardez ce sujet de Céline Martel, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Après des jours de tractation, la rupture est officialisée. Ce matin, Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine, annonce officiellement la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée, les Républicains constructifs, UDI et indépendants. Des députés qui en majorité comptent voter la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. Et c'est en n'étant pas dans des postures et en aidant des réformes qui vont dans le bon sens qu'on participe à ce que le pays, enfin, connaisse les réformes qu'il attend. Pour l'instant, une vingtaine de députés LR et 18 députés UDI comptent y participer. Jean-Christophe Lagarde justifie cette nouvelle alliance. Au mois de septembre, octobre et novembre. Pour ce qui concerne l'essentiel, la grande majorité des parlementaires UDI, nous étions en train de faire campagne avec le Premier ministre actuel en espérant l'élection d'Alain Juppé. Nous avions un programme. Dans ce programme, nous avions des idées communes. Je ne vois pas comment nous nous payerions le ridicule de ne pas être capables de dialoguer avec un Premier ministre avec qui nous faisions campagne il y a 6 mois. La liste exacte et le président de ce groupe seront connus mardi prochain. En attendant, ses fondateurs espèrent créer un appel d'air parmi les Républicains. Ces derniers tentent pour l'instant de minimiser la nouvelle. Christian Jacob appelle au calme. C'est un choix individuel. Moi, je pense que chacun. En revanche, la maison est ouverte. Nous avons toujours été dans cet état d'esprit. On a connu des tensions dans notre famille politique. On a même connu 2 groupes parlementaires à une époque. Et on s'est retrouvés. Ça n'a pas duré dans le temps. Ce soir, au bureau politique, les Républicains s'affichent nombreux et unis. Devant nos caméras, personne n'appelle à l'exclusion des dissidents. Seul Jean-Pierre Raffarin est venu porter la voix des constructifs. Alors, personne n'appelle à l'exclusion. Il n'y a pas 3 groupes, mais 2 groupes. Je donne la parole à Philippe Vigier parce que c'est vrai qu'il y a eu des débats pour créer 3 groupes. Et finalement, il y aura un groupe du centre et de la droite qui n'a pas encore été baptisé. Vous n'étiez pas sur cette ligne, Philippe Vigier. Vous souhaitiez une autre option. Moi, j'ai souhaité qu'on ait un groupe UDI élargi parce qu'on savait qu'il y avait des députés, qui républicains, divers droits ou d'autres, qui voulaient pratiquer ce qu'on appelle l'opposition constructive. Parce que ce que j'explique partout depuis quelques jours, tout le monde découvre les charmes de l'opposition constructive. Mais nous, ça fait 5 ans que ça dure. Depuis 2012, on l'a toujours fait. Il y a 16 textes que l'on a votés. Emmanuel Quand Macron, c'était bon, vous disiez oui, puis quand ça vous plaisait pas, vous disiez et non. là, moi, c'est ce que j'ai écrit sur mes documents de campagne pendant la campagne, parce que je vois pas comment on peut faire une opposition systématique. Ça, en tout cas, En marche avant l'heure, l'UDI. en marche. Non, nous on court, on est devant. Oh, vous êtes devant, On marche, on d'accord. ralentit. D'accord, non, parce que je faisais un petit effet de... Non, mais c'est important. Ça veut dire en clair qu'on va pas voter la confiance. Enfin, moi, je ne voterai pas la confiance.
Je m'abstiendrai sur la Ce confiance. qui n'est pas le cas de Thierry Solaire qui était à côté de vous. Oui, mais justement, il va y avoir des gages qu'il va falloir trouver parce que ce groupe n'est pas encore constitué. On travaille à sa constitution. Il y aura un équilibre. Vous ne parlerez pas d'une même voix. Thierry Solaire dit, moi, je vote la confiance. Vous savez que lorsque je me suis occupé du groupe UDI, il y avait la liberté de parole, la liberté de vote, et ça continuera comme cela. En tout cas, moi, je me retrouverai là-dedans à la condition que justement, cette liberté de parole et de vote soit respectée, sinon je n'y trouverai pas ma place. Une dernière question, parce que c'est important, et Julien Aubert, qui, je crois, n'a pas intégré ce groupe des constructifs ou des constructeurs. Est-ce que vous avez le sentiment ce soir, finalement, que les LR vont vous étouffer parce que vous serez moins nombreux, excusez-moi, d'un point de vue purement numérique? Moins nombreux, je vais vous dire, ils sont une vingtaine, on est à 18, et puis il n'y a pas que des LR pur sucre, il y a des divers droits, des gens qui n'avaient pas d'investisseurs directement. On n'est pas là pour faire des rapports des forces au quotidien. Si on y va sur un rapport des forces, ça ne marchera pas. Donc moi, je ferai tout pour que ça fonctionne, mais je ne m'inscrirai pas dans cette démarche-là. Bon, Julien Aubert, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Parce qu'il y a Christian Jacob qui va reprendre les rênes d'un groupe constitué de 90 députés de droite qui seront dans l'opposition, qui vont tenir tête à la majorité d'Emmanuel Macron, et vous en faites partie. Et une petite photo sur Twitter vous a vu quand même ça jeter un œil, vous voit physiquement sur cette photo. Allez écouter les arguments quand même des constructifs. Oui. Ils vous ont convaincu ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Non, mais simplement, vous y étiez. Vous savez, alors moi je crois qu'il y a la politique, il y a les clivages politiques, et après on peut avoir de l'affection pour les personnes. Moi, dans les gens qui sont dans le groupe dit des constructifs, il y a des gens avec qui j'ai partagé des combats, dont je ne partage d'ailleurs souvent pas les idées, mais que humainement j'apprécie. Emmanuel Macron en est un très bon exemple. C'est quelqu'un qu'humainement j'apprécie, que politiquement je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, donc après, si le téléspectateur a compris en écoutant Philippe Vigier et votre reportage ce qui sépare exactement le Coca-Cola du Coca-Cola Light. Je vais répondre là. Non, mais là je vais répondre très simplement. C'est pas... Entre le Coca-Cola et le Coca-Cola. Voilà, on met les pieds dans le plat. Puis Yann Verding s'exprime. Lorsqu'Emmanuel Valls. Il y a un groupe modem. Je vais répondre, mais je vais lui rappeler des éléments factuels. Oui. Lorsqu'Emmanuel Valls avait présenté son programme de stabilité, en clair, de diminuer de 50 milliards d'euros les dépenses de la France, le groupe républicain, en dehors de 2, avait voté contre. Chez moi, 2 tiers du groupe avaient voté favorablement. Sur la loi Macron, à l'époque, je rappelle que 2 tiers du groupe étaient prêts à la voter. Chez vous, il y avait quelques unités qui devaient être 4 ou 5. Donc moi, j'arrive avec une vision qui est un peu différente. Je respecte votre vision, mais on n'a pas la même approche. Demain, sur les ordonnances, quand je soutenais Juppé, c'est favorable aux ordonnances, notamment sur la loi travail, je vois mal demain comment je vais pouvoir m'opposer à ces ordonnances si elles répondent à l'esprit. En revanche, si sur la CSG, ce que j'expliquais toute la campagne, sur la CSG, il continue de vouloir augmenter avec cette arme de destruction massive anti-pouvoir d'achat, eh bien, je serai fermement opposé à ce gouvernement. Et puis je prends le président. Et Yann Verding, Arnaud Vivien. Du coup, j'ai pas parlé, il m'a coupé la parole. J'ai commencé, dès qu'il a entendu Coca et Coca Light, il a bondi. Mais oui, mais parce que vous allez croire qu'il n'y a pas de différence, ça n'est pas vrai. Je vais quand même répondre 2 choses. Premièrement, ça concerne le groupe UDI. Aujourd'hui, ce groupe UDI est fusionné avec des Républicains qui donc votaient contre, qui étaient dans cette opposition bête et méchante que Philippe Vigier citait. Donc en fait, c'est bien ce que je dis, si le citoyen a compris... Donc c'est un mariage contre nature. Je suis ravi de voir qu'ils aient fait des pas et qu'ils comprennent qu'il y avait plus de sens dans l'état de la France à l'opposition. Donc en fait, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis sur le chemin de Damas? Est-ce que c'est la politique de Philippe Vigier ou c'est la promesse d'un Marocain? On aura la réponse dans quelques mois. Deuxièmement, la réponse, j'ai eu ce soir, on n'est pas là. Moi, je me rappelle dans la transition énergétique, on avait proposé 10 points centraux au gouvernement en disant voilà, si vous votez, si vous reprenez quelques-unes de nos propositions, on votera pour. Ils nous sont passés dessus au bulldozer en disant qu'ils faisaient de la co-construction. Je me souviens que quand j'ai proposé le régime social des indépendants le 5 décembre 2015, avec la bataille du RSI, j'aurais proposé 12 articles en disant s'il vous plaît, votez-en un. Ils ont voté comme des bulldozers. Donc la co-construction, on sait en faire. Simplement, on avait une majorité en face qui ne voulait pas entendre. Enfin, moi pour moi, Arnaud Vivien et Yann Verding. La vraie question, c'est une question politique. C'est pas d'après être une question d'homme. La vraie question, c'est de savoir si on veut être dans la majorité ou dans l'opposition. Moi, je ne veux pas être dans la majorité parce qu'il faut une opposition de toute manière. Si tout le monde est dans la majorité, le Parlement ne sert plus à rien. Ça, c'était le débat qu'on avait il y a 15 jours. C'est fini. Après, je récuse le mot qu'on serait moins constructif que les autres. On votera ce qui est intelligent. On votera pas. Donc c'est un duel à droite. Non, mais simplement, et au centre. Simplement, on va pas voter la confiance. Alors, Michel, vous serez avec des gens qui vont voter la confiance. Moi, je la voterai pas. Donc, non, je vais répondre. Donc, bientôt, il y aura une discussion. C'est pas un débat. Les exemples du passé pour la co-construction. C'est pas un débat 2. Moi, je mets le président de la République au pied du mur. J'ai bien écouté ce qu'il a raconté. Il y a des idées de droite et de gauche et de droite. Et il y a des gens intelligents partout. On va voir si dans la construction, il est capable d'avancer. J'ai un beau texte que j'ai déposé à 2 reprises, où même vos amis républicains
m'ont fustigé. Voilà, c'est la frustration des députés. Désertification médicale. Ça fait 10 ans que je me bagarre. À chaque fois, y compris des députés républicains, qui me disaient à la buvette en commission, Philippe, ton texte, il va dans le bon sens, arriver dans l'hémicycle avec des consignes, et le Parti socialiste tout a été éliminé. On verra demain. Moi, je voterai pour. Ah, mais engagement, pas de Gascon, j'espère, mais il faudra le faire. Non, mais moi, je suis libre, moi, je suis un député de la nation. Yann Verling, on a une sentinelle citoyenne qui s'impatiente, parce que c'est vrai qu'il est avec nous depuis un certain temps, mais juste une petite incise. Vous n'êtes pas député MoDem, vous êtes le porte-parole du MoDem. 42 députés du MoDem. Un peu plus. Un peu plus maintenant. On est arrivé à combien précisément là? On verra dans la semaine prochaine, mais c'est plus que 40. Vers 50, si j'ai bien compris. Vous allez vers 50. Ce soir, c'est un groupe allié. Il n'y a aucun problème et il n'y aura pas d'hésitation sur un vote qui leur plaît, un vote qui ne leur plairait pas. Ils vont voter comme La République En Marche. Ah ben, il y a deux composantes au Parlement qui représentent la majorité de Emmanuel Macron, c'est le groupe République En Marche et le groupe MoDem. D'accord. C'est clair, c'est transparent, etc. D'accord. Donc ils seront, ils seront unis comme un seul homme. D'être constructif et de ne pas voter la confiance, mais vous m'expliquerez comment ça marche. Il y a une moitié qui vote la confiance et il y a une moitié qui la vote pas. Eux, ils sont sur la ligne de démarcation. Les chiffres de son groupe, il va pas s'occuper des chiffres de mon groupe. Vous êtes sur Checkpoint Charlie, vous. Alors, le Checkpoint Charlie, ça c'est à Berlin. Nous, on va partir avec Michel et je crois qu'il nous parle non pas de Berlin mais de France. Il est enseignant. Michel, qu'est-ce que vous gardez là à la fois du débat qu'on vient d'avoir et puis de la situation politique dans laquelle on est, sans utiliser de grands mots, situation un peu historique, effectivement un peu extraordinaire? Oui, la situation elle est effectivement compliquée. C'est vrai qu'on voit les discussions sur les groupes. On a parlé de la droite. On pourrait parler aussi du groupe PC qui sera différent du groupe France Insoumise, du groupe socialiste où on ne sait pas bien s'il y en a qui seront vraiment dans la majorité de Macron, d'autres dans l'opposition, d'autres entre deux. Alors c'est vrai que la situation elle est vraiment compliquée. Donc on suit avec intérêt ce qu'il se passe. Le remaniement aussi. Moi, ce que j'aurais repéré sur le remaniement, c'est qu'il y a une tendance encore plus à mettre des professionnels du secteur. Et par exemple, c'est vrai qu'à la justice, François Bayrou n'était pas un spécialiste de la justice, alors que dans d'autres ministères, il y avait des spécialistes, une DRH au travail, la directrice de la RATP qui était au transport, etc. Et là, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Nicole Belloubet, on a à nouveau pour la justice quelqu'un qui est une spécialiste. Donc c'est vrai que ça vient compléter un petit peu ce qui s'était déjà fait. Mais il y a aussi le fait que ce Big Bang un petit peu politique, moi j'ai l'impression qu'il vient aussi du fait qu'Emmanuel Macron, il s'inspire beaucoup de l'étranger. Par exemple, l'Allemagne a une tradition de ces sortes de grandes coalitions et c'est un petit peu ce que fait Emmanuel Macron, alors de manière un peu différente, mais je veux dire de manière encore plus étonnante parce que dans les grandes coalitions allemandes, il y a des socialistes, ou l'équivalent, des gens de droite. Là, on a aussi des libéraux, on a aussi des anciens écolos. Enfin, ce qui fait ce Big Bang, c'est aussi que la manière de gérer d'Emmanuel Macron, elle est assez tournée vers l'étranger. Il y a aussi le modèle scandinave pour la transparence. Finalement, François Bayrou, c'est le moralisateur, ou en tout cas celui qui avait défendu la moralisation, mais qui se retrouve victime, ça a été dit tout à l'heure, aussi de cette demande de moralisation. Et alors, je suis d'accord avec Julien Aubert sur un point qu'il a dit au tout départ. J'aurais dû donner la parole plus tôt parce que vous êtes en train de rassembler toute l'émission, mais j'ai eu tort. Une phrase. C'est simplement pour dire que ce qui m'étonne, c'est qu'il y a effectivement des attributions qui manquent. On a des ministres qui sont nommés, une ministre mais sans attribution, des secrétaires d'État sans attribution. Et c'est vrai qu'il y a un flou. La question de la confiance dont on a parlé, elle est compliquée parce que les députés vont devoir donner leur confiance, mais sur un projet qui est encore un petit peu flou. Et je trouve que ce manque d'attribution pour des secrétaires d'État, il est flagrant. Bon, alors ça, évidemment, on reboucle. Arnaud Vivian, et je donne la parole à Philippe Vigier, on est sur la séquence de la droite. C'est vrai qu'il a évoqué le Parti communiste qui va aller chercher des députés domiens des territoires d'outre-mer pour constituer un groupe. La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon l'avait à peu près clairement dit, il ne s'associera pas avec les communistes. Enfin là, on est en train de redessiner intégralement notre paysage politique, non ? Enfin, objectivement, quand on le regarde, quand on voit ce remaniement, quand on voit la façon dont ça se dessine, c'est un hémicycle incroyable qui va arriver là dans quelques jours. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé avec cette séquence électorale très longue, c'est la destruction des partis traditionnels. Et ils n'existent plus en tant que tels. Et la preuve, c'est que ce qui a marché, ce sont des mouvements. Le mouvement En Marche, le mouvement France Insoumise. Et les mouvements, ce ne sont pas des partis. Et que va-t-il se passer avec ces députés En Marche? On avait déjà hier Cédric Villani qui disait moi je voterai le mathématicien. Oui, mais qui disait, parce qu'ils ont signé une lettre d'engagement, il dirait je voterai en mon âme et conscience sans tenir compte des mots d'ordre. Mais c'est intéressant parce que on peut penser que d'autres députés En Marche vont faire la même chose et peut-être trouveront à s'aligner après
après avec d'autres. Alors l'idée de la grande coalition à l'allemande, c'est tout à fait juste à mon sens. Hein. C'est effectivement la manière dont la politique française est en train de se recomposer. On vit plein de choses en direct. Écoutez juste Édouard Philippe chez nos confrères d'une chaîne concurrente. Écoutez ce qu'il dit de François Bayrou, parce qu'il est interrogé évidemment après cette annonce de remaniement. Écoutez le Premier ministre. Il a lui-même indiqué que le MoDem restait un des piliers de cette majorité, ce qui est vrai. L'ensemble des élus du MoDem, et ils sont nombreux, ont été élus dans ce mouvement extraordinaire de recomposition de la vie politique et avec l'envie de participer à la réalisation du programme qui a été défini par le président de la République. Et puis par ailleurs, je pense que l'ensemble des parlementaires du MoDem s'inscrivent dans cette logique. Donc François Bayrou est et restera tel qu'il est, un homme au caractère entier, qui irrite parfois, qui séduit souvent, qui dit des choses qu'il faut écouter, qui sera, j'en suis sûr, un partenaire exigeant de la majorité, mais il a bien raison, ça ne me pose aucun problème, au contraire. Alors, il y a un côté très détendu dans la façon de dire les choses. Le MoDem reste un pilier, et globalement ça fait un peu écho à la question que je vous posais, Yann Verling. Bon ben voilà, il explique que les députés vont être extrêmement sérieux, fidèles et ne vont pas sortir de cette règle. Même si on entendait il y a quelques secondes Arnaud Vivian qui dit il y a certains députés En Marche qui disent écoutez, je vais être libre, moi je suis un homme libre et je ne serai pas là à voter comme un seul homme. Vous allez tenir vos troupes, enfin c'est pas vous qui serez le patron du groupe, mais Marielle de Sarnez, mais ça va être tenu parce que c'est compliqué tout ça. Il va falloir des majorités, il va falloir voter. Écoutez, moi j'ai pas le sentiment qu'on va forcément faire différemment que par le passé, dans le sens où j'ai bien constaté dans la législature sortante, par exemple, qu'il y avait des voix qui ont essayé de se faire entendre dans la majorité. Oui, on les appelait les frondeurs. Oui, alors il n'y aura pas de ça. C'est pas ça que je voulais dire. Ça peut arriver partout. Ce que je veux vous dire, c'est que évidemment, le travail qu'on va demander aux parlementaires, c'est de travailler à faire leur travail, de faire des amendements, d'enrichir les lois, d'apporter des compléments. Et si je puis ajouter quelque chose... Et donc parfois de s'opposer. Si je puis ajouter quelque chose qui me semble important, c'est que vous avez dit à l'instant qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu de la coalition à l'allemande, avec une grande diversité, beaucoup de groupes, beaucoup plus que par le passé, etc. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est peut-être un petit peu une évolution de la vie politique française qui se préfigure et qui répondra bien et qui anticipe bien ce que nous on veut faire, c'est la mise en place de proportionnel. Parce que la proportionnelle demain aura comme conséquence la nécessité de construire plus de pluralité, plus de coalitions, des grandes coalitions. C'est exactement ça vers quoi à l'allemande. C'est plutôt la diminution du nombre des députés avant. Ça arrive. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est pas ça la grande coalition. Accepter que le Front National la grande coalition à l'allemande, c'est d'avoir deux partis qui disent voilà les points sur lesquels nous sommes d'accord, nous allons gouverner ensemble. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, il a fait du débauchage individuel. Donc il a enlevé des bons éléments. Ça va au-delà, Julien Aubert, non, vous pensez pas? Non, il n'y a pas une vraie fracturation. Expliquez-moi si Bruno Le Maire, Édouard Philippe et Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur un programme en disant voilà les réformes que nous allons faire. On a le programme d'Emmanuel Macron. Je prends un sujet, le régime social des indépendants. Moi, j'ai coécrit une loi avec Bruno Le Maire qui dit exactement l'inverse de ce que veut faire Emmanuel Macron. C'est quoi l'accord de gouvernement? On n'est pas dans un cas à l'allemande. Et ensuite sur la proportionnelle, je suis radicalement pas de votre avis parce que les députés doivent être en contact avec la population. Effectivement, l'instabilité de la proportionnelle, on sait ce que ça donne. L'ancienne école. Hein. Non, c'est trop facile. Vous dites ce que tous les pays qui ont la proportionnelle, les pays qui ont la proportionnelle ont de l'instabilité politique. L'Allemagne est instable politiquement. L'Allemagne n'a pas un système, elle a un double système. Et la dernière législature était stable en France. Et elle a un système constitutionnel où pour changer le chancelier, vous devez présenter. C'est l'article 58. C'est l'article 58 de la Constitution. Les gouvernements allemands ont été d'une stabilité extraordinaire, beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus qu'en France. Vigier. En Allemagne, c'est totalement proportionnel. Philippe Vigier, intégralement proportionnel. Réviser les choses est intégralement proportionnel. Vous avez deux listes. Et alors, à la fin, c'est intégralement proportionnel. Et vous avez l'article 68 de la Constitution qui fait que tant que vous n'avez pas un chancelier alternatif, tant que vous n'avez pas, excusez-moi, j'ai fait aussi un peu d'études, tant que vous n'avez pas un chancelier alternatif, tant que vous n'avez pas un chancelier alternatif, vous ne pouvez pas le virer. Mais par conséquent, vous avez contestez-vous que la Chambre en Allemagne est élue intégralement à la proportionnelle? Elle est à double niveau. Mais et alors, à la fin, il y a un correctif intégralement proportionnel. Eh bien, on ira passer les bouquins de droit constit. On fera du droit constit ce soir. Et pour ceux qui s'y intéressent, écrivez-nous sur Ça vous regarde, la page Facebook, pour nous dire si oui ou non il y a deux niveaux, comme l'évoque Julien Aubert. Il y a deux listes. Juste, Philippe, intégralement proportionnel. Philippe Vigier, le centriste. La proportionnelle, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Oui, j'arrive sur la proportionnelle, mais une chose.
On a bien compris que la majorité a deux piliers, Républicains en marche et le MoDem. Nous sommes dans l'opposition, il faut que ce soit très clair. Il y a deux groupes d'opposition. Mais là, il y a deux groupes d'opposition, mais il faut accepter. Reconnaissez que c'est compliqué. Il faut accepter que dans la situation du pays, il y a un bout de chemin qui puisse se faire sur un certain nombre de questions. Moi, je pense à la lutte contre le chômage, pour laquelle, honnêtement, quand on regarde bien les choses, on n'est pas très loin les uns des autres, et on verra si ou non on peut converger. Et sur la proportionnelle, moi, je suis pas du tout favorable à la proportionnelle intégrale. Je suis favorable à une dose de proportionnelle. Et d'ailleurs, François Bayrou a toujours défendu ça à une époque, quand j'étais un de ses compagnons de route, jusqu'à il y a 10 ans. C'était 15 ou 20%. Il faut que l'hémicycle représente l'ensemble des familles. C'était l'UDF, hein, Philippe Vigier. Parce que pour moi, c'est dans l'hémicycle que se passent les débats et non dans la rue. En revanche, une proportionnelle intégrale, c'est l'instabilité politique, je le confirme. Arnaud Vivian. Ce que ça pose, c'est qu'il y a deux types de députés. Il y a celui qui est élu sur une liste parce qu'il connaît bien le président du parti, et il y a celui qui est élu parce qu'il a un contact avec Julien Aubert, avec le non-cumul des mandats, maintenant, on a bien vu comment ça s'est passé aux élections législatives. Des gens qui sont arrivés un mois avant avec leur sac à dos dans la circonscription, ou par exemple, ils n'ont même pas. Imaginez que dans ma circonscription, la candidate que j'avais contre moi n'a même pas pu voter pour elle parce qu'elle habitait à Paris. C'était extraordinaire. Mais est-ce que c'est bon? Elle a le droit. Non, mais c'est scandaleux. Bon. Il faut la rassembler. D'ailleurs, dans la loi de modernisation, de la vie politique, je fais en sorte que l'on puisse mettre un amendement là-dessus. C'est un véritable ancrage territorial. Mais on se soutiendra. Le mode de scrutin allemand dont on a parlé à l'instant, c'est vrai que c'est un mode de scrutin double, mais avec un correctif intégralement proportionnel à la fin. Il est double. Mais il est double, effectivement, mais avec un correctif intégral. Non, mais arrêtez, vous avez dit qu'il n'était pas proportionnel. Il est avec un correctif intégralement proportionnel à la fin. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que effectivement, et c'est exactement l'idée qu'on défend, il y a deux légitimités en fait en France, toujours. Il y a une légitimité nationale pour beaucoup d'acteurs politiques, et puis il y a une légitimité locale. On vient d'entendre. Et le mode de scrutin double avec l'élection de députés sur des circonscriptions et de listes, une autre élection sur des listes, ça permet de répondre à ces deux légitimités parce qu'il peut exister deux légitimités. Il y a des logiques d'appareil. Juste Arnaud Vivian. Moi, le régime des partis, vous allez me dire, ça va faire encore conservateur, mais le régime des partis, on a déjà donné. Oui. Donc, quand on voit le manque d'imagination de nos partis politiques, comme ils sont sclérosés, considérer que demain, ce sont les présidents de ces partis qui sont verrouillés, qui vont décider de la représentation nationale. Le nombre de députés qui ont été des apparatchiks parachutés sur des circonscriptions pendant des dizaines et des dizaines d'années, ça ne répond pas du tout à la question. Excusez-moi. Mais au moins, ils sont élus parce qu'ils avaient la bonne étiquette au bon moment, excusez-moi. Ce qui vient d'arriver là, dans les 400 qui viennent d'arriver, un paquet ont été quand même parachutés, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Alors, Arnaud Vivian, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas une anecdote, parce que vous êtes un journaliste, un écrivain et rédacteur en chef de Charles, mais ils ne le savent pas sur ce plateau, parce qu'ils continuent à échanger sur la proportionnelle, mais vous avez été vous aussi candidat. Alors, Yann Verling, on est en direct, il se passe des choses en même temps. J'essaie de poser une question à Arnaud Vivian, et vous êtes très énervé sur cette question de la proportionnelle. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un élément d'ailleurs que les Français souhaitent en premier dans leurs revendications, mais vous avez été vous aussi candidat dans la 18e circonscription de Paris. Vous avez recueilli quelques voix, près de 200 voix. Pourquoi vous avez eu cette démarche, vous? C'était pour dire aux députés qui sont ancrés, enracinés, qui sont des professionnels, on peut aussi y aller sans être un professionnel? Moi, je suis contre la professionnalisation de la politique. Je pense que c'est le fléau de la Ve République. Et qu'à un moment, il faut qu'il y ait un turnover. On ne peut pas bâtir des carrières politiques comme ça a été fait jusqu'à présent. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce mouvement-là de professionnalisation de la vie politique s'arrête. Or, la loi de moralisation n'est qu'une nouvelle loi de professionnalisation en un sens. Donc, je pense que la proportionnelle est peut-être une réponse à ce système. Simplement, si on élimine, à mon avis, un tiers des députés, ce qui est à peu près... on va réduire. À l'ordre du jour, évidemment, là, on ne renouvellera rien. Rien de tout. Et on va scléroser encore plus. Parce que moins il y aura de députés, plus il y aura de chances aux sortants. Et à partir de là, ça va être très très compliqué de renouveler la vie politique. Réponse Yann Verling. Proportionnelle ou pas. Aux États-Unis, vous avez 100 sénateurs. Je suis désolé, ça fonctionne très bien. Non, je crois pas d'abord que le modèle... 577 députés, 350 sénateurs. Vous croyez pas assez. Mais vous êtes complètement contradictoire. Vous citez le système américain, qui est un système bipolaire où justement il n'y a pas la proportionnalité. On parle d'autre chose. On parle du nombre de parlementaires. Non, mais arrêtez de tout mélanger. On parle du nombre de parlementaires. On n'a pas besoin de 577 députés, 350 sénateurs. En France, arrêtez. La démocratie américaine respire, qu'elle va bien, que... Je vous dis simplement que dans beaucoup de pays européens et dans des démocraties, on va dire quand même, c'est une démocratie. Yann Verling, pour ceux qui nous regardent, et peut-être des députés d'ailleurs, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a évoqué la réduction du nombre de députés. J'ai écouté Édouard Philippe qui disait, je crois chez nos confrères de BFM,
450, on pourrait descendre jusqu'à 450 députés. Circonscription plus grande. Objectivement raisonnable. Attention. D'abord, les gens veulent de la proximité. Moi, j'ai une circonscription qui couvre la moitié du Vaucluse. D'accord? C'est compliqué, la proximité. Donc demain, il faut quand même expliquer aux gens que le député, ils le verront pas tous les jours. Deuxièmement, le vrai sujet sont les moyens donnés aux députés pour contrôler. Moi, tant que j'ai un assistant parlementaire à Paris, je suis désolé, je peux pas contrôler efficacement le ministre des Finances qui, lui, a des bataillons d'énarques qui l'aident à rédiger ses notes. Et puis, troisièmement, il faut aussi réaliser que lorsqu'on réduit le nombre de députés, comme il y a beaucoup plus d'habitants dans les territoires d'outre-mer, la réduction du nombre de députés sera plus forte proportionnellement en métropole. Et donc, on risque d'avoir une carte dans certains départements comme le Cantal, où vous allez vous retrouver avec un député. Un député, oui, bien sûr. Donc attention. C'est lié effectivement à la densité parce de que ça veut population. dire... Oui, mais moins de députés, ça peut être plus de moyens pour les députés en question. Là, Philippe Vigier, transformer la réserve parlementaire en moyen. Alors. Philippe Vigier. Excellente idée, vous faites un amendement. Philippe Vigier. On amendera. Mais ils vont amender. Julien Aubert insiste sur quelque chose de particulier. La voix de la ruralité. On va faire un groupe tous les deux. Oui, je crois. La voie de la ruralité, moi aussi j'ai 45% du département d'Eure-et-Loir. Demain on va m'expliquer. Moi je suis prêt à ce qu'il y ait 100 députés de moins, ça ne me gêne pas. Mais allez, attendez une chose. Vous savez bien que le Conseil constitutionnel va nous censurer. À Paris, c'est pas compliqué. On est député, on a 2 morceaux d'arrondissement. Nous, 127 km de long, 87 km de large. C'est la question de la population. Ah mais oui, mais le critère de population est un critère quand même un peu discriminant et un critère difficile. Et de distance pour moduler. Puisque le député, il a quand même 2 fonctions, légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Là, Julien Aubert a raison. Quand est-ce qu'on aura les moyens vraiment de contrôler? On n'a pas les moyens à l'heure actuelle. 400 députés avec plus de moyens, on y arrivera. Et puis, allons plus loin, c'est le fonctionnement de cette maison. La lenteur avec laquelle ça se passe. Et il faut vraiment simplifier les choses. C'est devenu insupportable. Et les nouveaux députés Républicains En Marche qui imaginent qu'ils vont tout bouger, dans un an, on repart. Excusez-moi, pour ceux qui regardent l'émission et qui s'intéressent à la vie du palais, parce que je parle de la vie du palais, qu'est-ce qui est lourd? C'est le caractère administratif, mais c'est la lourdeur. Un texte parlementaire, il arrive en commission, il est amendé, il va dans l'hémicycle, il sort de l'hémicycle, il va au Sénat, le même chemin, il revient ici en deuxième lecture. Le gouvernement, à tout moment, on peut dire non, on fait un vote bloqué, on ne votera pas ce soir tel parti parce qu'on est fragile, on n'a pas suffisamment de députés, on reprend ça demain à 2h, on ne sait pas quand est-ce que le texte se termine. On parle souvent des députés qui ne sont pas dans l'hémicycle, c'est ça pour protéger ceux qui ne sont pas là. Si on voyait, il faudrait qu'on permette à nos concitoyens de venir voir un peu les conditions de travail dans lesquelles nous sommes. Être à la fois sur le terrain et en même temps dans l'hémicycle, c'est pas toujours chose facile. Arnaud Vivian, en même temps, vous le recevez cet argument? Non, pas du tout. Non, vous voyez bien que c'est irrecevable. Et irrecevable, pourquoi? C'est parce que lorsqu'une loi qui est contestée, alors dans la rue et aussi dans l'hémicycle, comme la loi travail, oui, et qui passe avec le 49.3, qu'est-ce que vous allez nous expliquer qu'il y a c'est pas nous qui avons déclenché le 49.3. Je sais bien, mais vous ne pouvez pas expliquer. Dire ça à moi qui ai passé 26 jours sur 30 dans cette maison. Écoutez bien, en 2015, sur la loi Macron, j'ai passé 26 jours sur 30 avec les 3 autres députés IDI pour faire donc ce texte. Et au sortir, qu'est-ce qui se passe? Manuel Valls déclenche le 49.3. De qui se moque-t-on? La loi El Khomri, même système. Alors attendez, changeons un peu le mode de fonctionnement du Parlement. Ne dévoyez pas mes propos. Vous êtes pour la suppression du 49.3 ou pas? Non. Non, je ne suis pas pour la suppression. Réservé aux lois de finances. D'accord, oui, c'est un peu... réservé aux lois de finances. Réservé aux lois de finances, c'est déjà autre chose. Les détenteurs de la souveraineté, ce sont les parlementaires avec le peuple. Si les parlementaires arrêtaient de raisonner comme les petits soldats, on leur dit, voilà, ça va contre leurs convictions. Donc, soit vous dessoudez le gouvernement, soit vous asseyez sur vos convictions. Ils choisissent de s'asseoir sur leurs convictions. Il est là le problème, c'est qu'à un moment donné, des Cédric Villani ou des Philippe Vigier qui disent, moi, ça m'est arrivé de voter contre mon propre parti. Vous n'êtes pas... Moi, j'ai moi, je suis pas un godillot. Moi, je suis pas un godillot. Moi, j'ai voté. Oui. Juste, messieurs les députés et le porte-parole. C'est ça le Parlement. On entend depuis quelques jours, et on l'entendait encore plus quand on nous parlait d'une majorité à 450, que finalement la vie politique se passera plus ici à l'Assemblée nationale, mais qu'elle va se passer ailleurs, la contestation, les réseaux sociaux, et que finalement le Parlement va être finalement un peu esquivé. Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Vous dites aujourd'hui... c'est une vraie crainte, et on verra si oui ou non. Enfin, moi, je parle... Ayant présidé un groupe, je vois vraiment comment marche la mécanique parlementaire. On va voir dans les premiers jours de l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale s'ils prennent des dispositions pour simplifier le fonctionnement des textes. Sinon, c'est l'enlisement d'ailleurs. Accélérer et simplifier. Aux ordonnances, je vous le dis très librement, je suis favorable aux ordonnances sur la loi travail. Pourquoi? Si on fait un texte classique, rien ne sort avant mars 2018. Est-ce que vous allez expliquer aux 6 millions de chômeurs qu'avant mars 2018, on ne change rien? Moi, je donne quand même un exemple. Sur les propositions là qui nous sont proposées. On arrive, ça commence par 6-7 heures de discours
2 discours où personne n'écoute. Personne. Personne n'écoute. Et qui permet aux parlementaires d'avoir sa petite vidéo de 5 minutes. Comme ça, le type, après, le met sur Facebook ou sur son site en disant, vous avez vu, j'étais là pour vous défendre. Mais moi, j'avais Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, elle faisait ça. Elle venait faire son discours, on la voyait plus. À un moment donné, simplifions. Je veux dire, j'ai passé, moi, des nuits en hémicycle ou des nuits en commission. Et effectivement, pour rien. Parce qu'à la fin, le gouvernement vous dit, bon, ben, de toute façon, ça, on refait. Je ne veux pas vous flatter parce que c'est une nouvelle législature, c'est la 15e, c'est ça? La 15e, me semble-t-il. Mais il y a quand même des députés de vos collègues qui n'étaient jamais à l'Assemblée nationale. Enfin, mais c'est aux gens de les sanctionner. Ils étaient très occupés dans leur Très occupés, vous le savez, ça, quand même. Non, mais c'est aux gens de les sanctionner. Non, mais ce n'était pas vous, parce que c'est vrai que vous étiez présent. Oui, mais c'est il y a quand même des gens qui viennent pas à l'Assemblée, quand même. Enfin, Yann Verling, ça le fait sourire, c'est vrai. Vous savez, il y a eu des classements impitoyables. Oui. Ils sont sortis par Challenge du Capital. Moi, j'étais content, j'étais 24e, mais il y en a qui sont arrivés. Sans citer Édouard Philippe, d'ailleurs. Je crois qu'il avait été mal classé. Il était mal classé, Édouard Philippe. Il est Premier ministre, donc vous voyez. Moralité, dans la vie, une journée passée à travailler, une journée perdue. Moi, j'ai jamais rencontré un électeur qui me disait hier soir j'ai regardé la télévision, vous n'étiez pas en hémicycle. Par contre, des gens qui me disaient hier il y a eu la fête de l'asperge et on vous a pas vu comme l'année dernière, ça j'ai déjà entendu. Yann Verling, qu'est-ce qui vous a fait sourire? C'est vrai qu'il y a des députés qui tout à l'heure je vous disais que la proportionnelle, ça c'est quand même important. Et on me dit non, il faut une implantation locale. Qu'est-ce que j'entends là? C'est que le travail d'un député, c'est pas de faire la loi, c'est d'être sur sa circonscription. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne partage pas. Mais c'est les deux. Il faut parler aux gens. C'est un débat de fond. Mais vous êtes élu de la nation pour faire les lois. Regardez. Mais enfin, Monsieur Verling, vos députés européens, qui les connaît, vos députés européens? Vous avez le droit de défendre ce que vous venez de défendre, la fête aux asperges, plutôt que l'Assemblée nationale. C'est votre affaire. Monsieur Verling, les deux peut-être, non? Vous êtes anti-asperges, ça vous regarde. Mais les députés européens, qui les connaît? Ils croisent jamais un électeur. Comment vous défendez les gens quand vous ne les connaissez pas, Monsieur Verling? Comment vous pouvez parler au nom des gens si vous ne connaissez pas leurs problèmes? Un député, c'est un député de la nation. Il y a quand même ce problème. Hein. Alors, très modestement, quand j'ai fait campagne dans le 18e circonscription, j'ai bien compris que les citoyens vous demandent qu'est-ce que vous allez faire pour notre quartier. Pour moi, ma rue, mon trottoir. Rien, c'est pas mon boulot. Je vais rien faire pour votre quartier. C'est très déçu, excusez-moi. On ne pourra pas clore ce débat qui est un débat fondamental, élu de la nation, élu des territoires. Est-ce que la politique est un métier ou est-ce qu'effectivement il faut ce turnover qui est évidemment lancé? Je demande une deuxième émission. Mais vous en viendrez évidemment parce que ça tombe très bien, vous avez été réélu. On va regarder, c'est important parce qu'on a survolé le remaniement. Je voulais très calmement qu'on puisse découvrir les visages, ces nouveaux visages, notamment Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà, vous la découvrez. Elle a été membre du Conseil constitutionnel, nommée par le président Bell, le président du Sénat. C'est une technicienne, c'est une juriste. Voilà pour Nicole Belloubet. Regardez Florence Parly, plus calmement. Voilà Florence Parly, c'est une photo. Elle était secrétaire d'État au budget. Voilà, c'est elle. Et ça fait rire Yann Verling. Elle sera en charge des armées. Regardez Stéphane Travert, il est souvent venu sur notre plateau. Vous êtes très dissipé. Stéphane Travert était député de la Manche. Il parlait avec une journaliste d'ailleurs d'LCP. Il est nommé à l'agriculture. Voilà pour Stéphane Travers. Nathalie Loiseau aux affaires européennes. C'est une femme qui vient du ministère des Affaires étrangères. Là aussi, c'est une technicienne. C'est une femme qui n'est pas connue du grand public. Elle a notamment été la porte-parole à l'ambassade de France aux États-Unis. Une carrière justement aux affaires étrangères. Jacqueline Gouraud pour le MoDem, c'est important pour Yann Verling, qui était venue sur notre plateau il y a quelques semaines. C'est une toute proche de François Bayrou. C'est une élue du Loir-et-Cher, une sénatrice du Loir-et-Cher, et qui est donc nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Les secrétaires d'État, c'est important. On évoquait Sébastien Lecornu, qui est un lemériste, qui est le président du conseil départemental de l'Eure. Voilà pour Sébastien Lecornu, et là qui était évidemment pendant la campagne. Et absolument. Voilà, Brune Purson, pour faire plaisir évidemment à Julien Aubert. Elle est nommée, alors là son titre exact, elle est auprès de Nicolas Hulot dans le cadre de la transition énergétique. Et là, effectivement, comme pour Sébastien Lecornu, on ne sait pas exactement quelle va être leur mission exacte. En tout cas, ils vont venir épauler évidemment les ministres. Regardez Jean-Baptiste Lemoyne, lui aussi, qui est venu souvent débattre chez nous, en charge qui est auprès du ministre de l'Europe, donc il aurait une mission évidemment là aussi à définir pour Jean-Baptiste Lemoyne. Emmanuel Macron était venu dans Lyon d'ailleurs pour soutenir, et Geneviève Darrieussecq, toujours pour le MoDem. Elle sera rattachée au ministre des Armées. C'est le maire de Mont-de-Marsan, c'est bien ça Yann Verling, pour ce qui est de Geneviève Darrieussecq. Elle sera peut-être secrétaire d'État en charge des anciens combattants. Un mot avant de nous quitter.
Vous l'avez dit, Dubout et Benjamin Griveaux, bien sûr, puisqu'on a l'image, c'est important, un des piliers de la République En Marche. Voilà, il était un des tout proches d'Emmanuel Macron pendant cette campagne et il est secrétaire d'État auprès du ministre des Finances. Il va venir épauler Bruno Le Maire, qui était un ministre qui avait rejoint... Bordé. Voilà, Bordé. Vous nous l'avez dit sans le dire. Est-ce que ce soir, vous dites finalement, après cette affaire dont on a longuement parlé ce soir, excusez-moi de le dire comme ça, le MoDem est mal servi? Non, enfin écoutez, on est au gouvernement et on a un groupe important à l'Assemblée nationale. Enfin voilà, on ne va pas non plus trouver ce soir que les choses ne sont pas positives pour nous. Voilà, enfin, donc vous gardez le sourire. On va travailler, on va avancer, les semaines vont passer, on verra. Enfin, voyez. Ma question vous semblait saugrenue, Philippe Vigier, sur cette question du MoDem et de l'équilibre politique avec les visages? Franchement, la représentation du MoDem aujourd'hui n'est pas celle de demain, même s'il y a... Je l'ai dit tout à l'heure pour Jacqueline Gouraud, quelqu'un qui est de grand talent, qui est connu et qui apportera certainement à ce gouvernement. Mais enfin, le poids politique n'est pas le même que celui qu'il y avait auparavant, c'est incontestable. Julien Aubert, pas faire procès sur ces visages, on va découvrir. Le MoDem, je trouve, est très bien servi. Il pèse 5% de l'électorat et il a 10% des sièges. Preuve que le scrutin majoritaire à 2 tours lui donne une représentation dans l'hémicycle. Il faut arrêter en politique, c'est l'arrogance. L'arrogance. Arrêtez, s'il vous plaît. Mais c'est pas de l'arrogance. Les Français ne veulent supporter. Mais c'est pas de l'arrogance. Si, c'est de l'arrogance. C'est mathématique. Moi, je vous le dis. Mais 5%, 5% des voix et 10% des sièges. Non, il y a un petit mépris dans votre voix et dans votre façon de dire. Non, il y a de l'ironie. Je vous invite juste à arrêter ça. Parce que d'abord, vous n'êtes plus en situation de pouvoir le faire. Oui. Et deuxièmement, moi, c'est une pratique que nous-mêmes, on va essayer de s'appliquer. Le respect des autres, la considération des autres, pas de mépris. Arnaud Vivian, pas de mépris, pas d'arrogance. Un dernier mot. C'est vous qui avez le dernier mot, les journalistes. En tant que journaliste, d'un point de vue qui vous agace sans doute parfois, je trouve que c'est plutôt une résurrection politique du MoDem. Je veux dire, c'est... Voilà. Ben oui. En nombre de parlementaires. Près de 50 députés pour le groupe MoDem. En nombre de parlementaires. C'est une résurrection politique du MoDem. Des ministres MoDem, je vous rappelle. Donc voilà. Non, merci. De parlementaires, c'est une renaissance. Merci à vous quatre. Yann Verling, merci, porte-parole du MoDem. Merci Julien Aubert. Vous avez été réélu député de Vaucluse, député LR. Vous serez dans le gros groupe des 90-95 députés. Merci à Philippe Vigier, député UDI d'Eure-et-Loire. Et vous serez dans ce groupe des constructeurs avec les centristes et les LR. Merci à Arnaud Vivian, journaliste. Premier conseil des ministres demain matin, évidemment. Demain, jeudi. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Puis demain, on va évidemment prolonger tous ces événements politiques et les analyser. Bonne soirée. À demain.